Dans un système dans lequel un enseignant est un spécialiste de l'éducation des enfants et les parents ne sont que des clients passifs, les parents comprennent la situation de l'enfant telle qu'elle est diagnostiquée par un enseignant ou un éducateur scolaire. Cela veut dire un seul, l'enfant est considéré pour tous comme stupide. C'est au mieux. Un enseignant trop zélé ou un tel conseiller scolaire ou un parent demandera toujours l'avis d'un psychologue pour enfants et maintenant l'enfant sera sans aucun doute diagnostiqué comme ayant un problème scolaire. Après cela, il suffit d'un petit pas pour qu'un enfant, comme une bagarre à l'école ou quelque chose de genre, soit envoyé à l'observation psychiatrique. Et ici, l'enfant entendra une condamnation à perpétuité, car un diagnostic psychiatrique sera certainement posé. Et un tel diagnostic suit une personne toute sa vie. Je ne connais pas de cas où un patient venu en psychiatrie sans diagnostic, il a laissé son diagnostic de la soi-disant maladie mentale et dans le cas des enfants, du trouble du développement mental. Et bien sûr, ce trouble est sûr maintenant. Des millions de ces enfants passent par la période de la scolarité obligatoire et subissent une torture mentale incroyable. Dans un premier temps, il leur est interdit de développer librement un réflexe de jeu sain, puis ils sont soumis au harcèlement éducatif ou au harcèlement par les pairs lorsque les éducateurs et les psychologues les qualifient d'handicapés psychologiquement ou de moins intelligents. Et finalement, ils voient assez souvent à l'enfer de... Et finalement, ils vont assez souvent à l'enfer des hôpitaux psychiatriques pour les enfants. La plupart de ces enfants resteront indéfiniment en psychiatrie. Ils ne passeront à la psychiatrie pour adultes qu'après 18 ans. La plupart d'entre eux n'obtiendront jamais de profession ou n'auront jamais de famille. La plupart d'entre eux vivront d'une pension sociale. Certains, en particulier ceux qui ont privé, en particulier ceux qui sont privés de relations familiales proches, parce que ceux-ci vont rompre tout tôt ou tard, se tourneront vers le monde souterrain de la pathologie sociale. Ce sont les fruits du système éducatif public dans le monde. Mais ce n'est pas tout. Même les enfants se sont adaptés à ce système parce qu'ils ont fait taire leur pulsion de jeu, car ils ont réalisé que pour survivre dans cette relation inégale avec les adultes, ils doivent apprendre à faire semblant et à mentir. Autant ne pas irriter les adultes, les enseignants, les éducateurs, les parents, ne pas provoquer leur agression. Cela ne nous rappelle-t-il pas quelque chose? Oui, beaucoup de lecteurs ou des écouteurs attentifs de cet ouvrage auraient pu remarquer que de tels mots, des mots sur des jeunes gens, sur des jeunes s'adaptant, adaptant leur comportement aux rigueurs des adultes sérieux, que de tels mots concernaient les individus animaux. Oui, oui, j'ai déjà écrit que l'espace humain est différent de l'espace animal en ce que la première a obtenu son avantage sur tout le royaume des animaux en développant la culture d'une pièce de théâtre, la culture de jeu. La culture qui a duré librement pendant de premiers milliers d'années de la vie humaine sur Terre et de la civilisation humaine. Et que c'est grâce à cette culture que l'espèce humaine a pu entrer dans la dimension symbolique de l'existence et créer sa civilisation de pensée et de concepts symboliques incroyables au regard de l'univers. C'est ce que j'ai écrit il y a quelques pages, ce que j'ai dit il y a quelques minutes. Avais-je tort? Je souhaite que ce soit une horreur, mais ce n'est pas comme ça. Et le lecteur est probablement déjà en train de deviner
ce qui est arrivé à l'humanité au cours des derniers millénaires de son histoire. Que s'est-il passé pour que l'espèce humaine n'ait pas suivi le chemin qui a assuré ce succès cosmique phénoménal sous forme de réalité symbolique? Ce sera une conclusion si terrible pour beaucoup de gens qu'ils pourraient payer avec une crise nerveuse pour cela. Cette doctrine de la psychologie n'est cependant pas créée pour réconforter le cœur, mais c'est une tentative d'étudier et de décrire de manière impartiale la psyché humaine. Donc toutes les conclusions doivent être tirées. Eh bien, ce n'est pas vraiment de l'anxiété. Eh bien, ce n'est pas vraiment un cerveau très développé. Eh bien, ce ne sont même pas des ondes cérébrales délibérées. Tout cela ne suffirait pas à créer une dimension symbolique unique à l'échelle de l'univers. Une dimension à laquelle seuls les humains peuvent accéder, personne d'autre. Pour que cette dimension surgisse, en dehors de l'anxiété, en dehors d'un cerveau très développé, et en dehors des ondes cérébrales déterminées comme une cerise sur un gâteau, une bagatelle insignifiante, mais absolument nécessaire, l'homme devait devenir une espèce avec une stratégie de fonctionnement ludique, parce que seule une telle stratégie permettait à l'homme non seulement de développer le discours, mais ce qui doit sonner d'une manière particulièrement forte dans ma doctrine de la psychologie. Une stratégie aussi ludique est une merveilleuse stratégie anti-anxiété. C'est la chose la plus importante dans la stratégie amusante, qu'il s'est avéré être la plus efficace parmi toutes celles que l'homme primitif a testées. La plus efficace contre l'énergie des pôles d'anxiété qui harcèlent l'homme, mais aussi la plus bénéfique pour stabiliser les pôles émotionnels de la psyché. Ainsi, déjà les singes préhumains ont fait cette découverte phénoménale qu'ils doivent jouer beaucoup plus que leurs cousins animaux. Ces derniers, ces êtres psychologiquement unipolaires, ne jouent que lorsque le pôle émotionnel irradie une énergie positive, une joie et une satisfaction. Quand cette énergie positive fait défaut, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de plaisir. Les singes préhumains bipolaires ne peuvent s'arrêter de jouer uniquement parce qu'ils ont perdu la joie et la satisfaction qui les auraient motivés. Pourquoi? Parce que les singes préhumains sont constamment, en dehors du temps du sommeil, stimulés par l'énergie négative du pôle anxiété. Et ces singes ont remarqué très vite, déjà dans leur petite enfance, que rien ne distrait l'attention de l'anxiété comme le plaisir. Par conséquent, ils n'auront jamais assez de plaisir et de jouer. C'est leur puissant tranquillisant. Il y a toujours eu une dispute entre les philosophes sur ce qui a conduit les progrès humains. La recherche du progrès personnel ou plutôt la fuite de la douleur?